Suivez les débats souvent tumultueux, contradictoires ou partisans à travers la vidéo. Je reviens avec encore des sujets très importants. Donc, il faut qu'on apporte nous tous notre contribution. En fait, tu viens de jouer les vidéos concernant une probable candidature de M. Alassane Dramane. Bon, moi, je dis toujours des choses, et j'ai mon petit monde dans lequel je vis, souvent où je suis moi-même perpétuellement en conflit avec ma propre personne parce que je ne comprends plus rien dans mon pays. Donc, je disais que Cissé-Ba Congo, à l'époque, là, il portait une toge. La toge d'un juriste et la toge de comme on appelle le conseiller juridique du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, à l'effet, vu ses fonctions, on lui avait donné donc des prérogatives à ce qu'il aille voir un conseil des spécialistes en la matière du droit constitutionnel. Donc, il était dans cette rédaction avec le professeur Ouraga Obou et d'autres personnes dont j'oublie souvent le nom parce que voilà, il commence à avoir un peu des trous dans ma mémoire. C'est parce que voilà, il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, il était avec Ouraga Obou. Donc, quand Cissé-Ba Congo parle, d'abord, il parle parce qu'il est juriste, il parle parce qu'il est à la fois rédacteur de la nouvelle constitution ivoirienne. Donc, il ne parle pas comme un citoyen lambda, comme Soleil qui va au marché Gouro, ou moi qui suis un petit boutiquier du quartier à Abidjan. Il parle en tant que procureur, connaisseur, concepteur de la nouvelle constitution ivoirienne. Donc, ce qu'il disait, c'est au chapitre 3 de ce qu'on appelle des statuts des institutions. Non, attendez. Non, c'était le chapitre 4 de la continuité législative. Donc, sur ce chapitre-là, le premier article qu'on trouve dans cette nomenclature, c'est le chapitre 183 qui dit « La législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention des textes nouveaux, à ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. » Donc, bon, quand j'écoute finalement les Arthur Banga et puis d'autres analystes de la politique ivoirienne du RDR, ils font fi de ce qui est écrit en droit. Quand on dit en droit, la législation actuelle ou la présente en vigueur, c'est-à-dire qui est applicable à l'instant T en Côte d'Ivoire, reste applicable. C'est-à-dire qu'à des effets de continuité. Ce n'est pas des effets qui sont stompés, mais il y a une continuité législative. On dit à ce qu'interviennent des nouveaux tests. Mais il n'y a pas eu de nouveaux tests. Et Arthur Banga dit que c'est le Conseil constitutionnel qui serait certainement l'intervention de nouveaux tests en Côte d'Ivoire. Non, souvent, je vous dis que je me garde un peu de faire l'analyse des tests juridiques en Côte d'Ivoire parce que j'ai finalement compris que la Côte d'Ivoire, le droit existe lorsque celui qu'on aime est au pouvoir. Le respect de la Constitution ou du Conseil constitutionnel, qui est une décision irrévocable, avec le RDR, était devenue une décision qu'on pouvait discuter, et aujourd'hui, avec eux, c'est des décisions qu'on ne discute plus. Donc, il y a tellement une ambiguïté, et que je ferai l'effort de faire donc le sport ce soir de relais de Husson Blot, en laissant donc la parole à mes co-débatteurs. Sinon, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, Dieu, comme Brice Willis a dit, Dieu a quitté l'Afrique, le droit a quitté la Côte d'Ivoire depuis qu'Alassane Dramane est au pouvoir. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais passer la parole au doyen Zara. Après l'intervention de Zara, nous allons jouer une vidéo de ce que Alassane Ouattara lui-même dit de la Constitution concernant la limitation des 2 mandats. Doyen, la parole est à toi. Nous t'écoutons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je salue mon maître. Mon maître et mon prophète Merkava. Je le salue avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de respect. Quand je le vois, je suis content parce que je sais que il va encore proclamer des oracles. Il va nous dire ce qui va se passer. Parce que lui, quand il dit, ça se fait. En tout cas, j'invite tous ceux qui sont sur ce panel-là à s'abonner à son compte et puis à le suivre, à l'écouter. Parce que il a des paroles qui se réalisent. Donc, si on veut être à l'avance, si on veut
savoir ce qui va se passer demain. En fait, il est dans une forme d'eschatologie. Oui, une eschatologie, c'est ça. Il sait ce qui va se passer demain. Même les faits dangereux, il les connaît. Donc, suivez Merkava, il est là, suivez-le. C'est quelqu'un qui est bien, il est très fort. Après avoir lancé, donc, après avoir déplacé le fleuriste chez Merkava, je vais donc intervenir sur le sujet qui est donc soumis à notre sagacité. Et pour cela, je vais convoquer un mythe. Bon, je le convoque souvent, hein, mais c'est parce que j'ai pas envie de trop fatiguer mes auditeurs en en utilisant trop de mythes qui vont les fatiguer, mais bon, je vais reprendre encore ce mythe pour aborder un aspect. Je vais donc prendre un mythe grec qui est le mythe de Prométhée. On nous dit que lorsque Zeus, il a fini de créer le monde, hein, il a demandé à Prométhée et à son frère Épiméthée de doter l'être humain, hein, de doter les êtres en capacité. Et donc, il y avait les animaux, il y avait les êtres humains, il y avait tout ce qu'il y avait, les poissons, tout. Donc, voilà. En distribuant les possibilités, il a oublié l'homme. Et donc, pour pouvoir permettre à l'homme de se défendre, parce que les animaux, certains ont eu des griffes, d'autres ont eu comment on appelle ça, d'autres ont eu des trompes, d'autres ont eu des éléments. En fait, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir conquérir, sinon obtenir ce dont ils ont besoin. Mais il a oublié l'homme. Il n'a pas pu donner quelque chose à l'homme. Et quand Épiméthée s'est rendu compte que tout ce que Dieu lui avait donné est fini, il est allé voir Prométhée pour lui dire: Prométhée, j'ai tout fait, mais j'ai oublié l'homme. Il dit: mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que Prométhée va faire? Prométhée va aller voler le feu divin. Il vole le feu divin. Le feu, en fait, ça va être donc le symbole de la connaissance, parce que le feu permet de pouvoir éclairer. Donc, ça va être le symbole de la connaissance. Donc, la connaissance va permettre de compenser le premier oubli. Mais on se rend compte après que ça ne suffisait pas. Parce que l'homme a eu la connaissance, ça lui a permis de pouvoir bâtir des hôtels, de pouvoir construire certaines choses, tout ça, mais il y avait encore des batailles entre les hommes, la société n'était pas encore organisée, on était encore à l'état de nature. Et Épiméthée est encore allé voir Athéna. Et il a récupéré deux choses importantes: la Dike et l'Aïdos. La Dike et l'Aïdos, c'est la justice et la vergogne. La justice, vous savez tous ce que ça veut dire. La vergogne, c'est la honte. La capacité d'avoir honte, de pouvoir ne pas faire ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Et quand Prométhée vient donner ça aux humains, il donne la possibilité aux humains d'en faire usage ou pas. C'est-à-dire que tu es libre de faire usage de ta vergogne et de ta justice ou de ne pas en faire usage. Ce qui revient à dire que nous tous, autant que nous sommes, on a trois qualités. On a la connaissance en nous, on a la vergogne et puis on a la justice en nous. Maintenant, celui qui ne l'applique pas, c'est parce qu'il ne veut pas l'appliquer. Il a décidé de ne pas l'appliquer. Sinon, on l'a en nous. Si on veut l'appliquer, on va l'appliquer. Vous voyez, j'ai pris cet exemple-là pour vous dire que c'est le refus d'appliquer la vergogne de la part de Cissé Bakongo qui nous envoie dans ce rétropédalage. Parce qu'on ne peut pas comprendre. S'il faisait usage quotidien de sa vergogne, mais il ne pouvait pas se regarder dans le miroir aujourd'hui. Parce que comment tu peux avoir défendu une position, une thèse, mais à plusieurs endroits, avec le même argument qui est d'une pertinence certaine.
Et puis, après, tu ravales ta langue. Tu es dans l'incapacité de pouvoir tirer les conséquences du non-respect de tout ce que tu as défendu. Encore que tu es un des rédacteurs de cette constitution-là. Et encore autre élément, lors de la, de la campagne pour, pour le référendum pour cette constitution-là, mais il a été écrit en grand caractère que cette constitution-là ne permet pas à Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Ça a été écrit et ils ont fait campagne sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont menti au peuple. Ils ont menti au peuple que la constitution-ci ne permettrait pas à Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. On peut donc dire que les Ivoiriens, ceux qui sont allés voter pour cette constitution-là, ils sont allés en toute conscience de ce que ça ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Donc c'est parce qu'ils savaient que ça ne pouvait pas permettre. Concernant la désignation du candidat du parti aux élections présidentielles. Sur ce point particulier, en fait, quand tu ouvres un truc là, ça, nous on l'entend ici. Hein. Le studio, faut fermer le. Faut que tu écoutes. Faut dans le sens là, le média, faut le mettre. Ok, allons-y, désolé. Donc, en fait, ils font campagne pour dire que cette constitution ne permet pas à Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Et puis, dans l'application de cette constitution-là, on voit Alassane Ouattara qui est candidat. Ça veut dire qu'ils ont menti au peuple. Et il n'y a pas plus grand mensonge que mentir à tout un peuple. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je pose maintenant une question au niveau même de l'application. C'est-à-dire que, considérons que ils ne savent pas compter. Considérons qu'ils font exprès. Mais écoutez, la constitution de leur troisième république, là, elle a été votée quand? Elle a été votée en 2016. Et en 2016, lorsqu'elle est votée, elle contient une disposition qui n'existait pas dans la constitution de 2000, c'est-à-dire qu'un vice-président. Mais en 2016, Alassane Ouattara nomme un vice-président. Donc ça veut dire que s'il considère que cette constitution-là, elle prend effet à partir de 2020, c'est-à-dire que s'il considère que en 2016, on est encore sous l'emprise de la constitution de la Deuxième République, mais pourquoi il a nommé un vice-président en 2016? Parce que dans la constitution de la Deuxième République, il n'y a pas de vice-président. Pourquoi a-t-il nommé un vice-président en 2016? S'il allait ainsi, c'est parce que en 2016 déjà, il applique la constitution de la Troisième République. Donc comment peut-il appliquer la constitution de la Troisième République sans être dans la Troisième République en 2016? Et je ne sais pas si vous comprenez ma question, je ne sais pas si elle est simple, elle est claire. Comment il applique une constitution sous l'emprise de laquelle il n'est pas? Parce que s'il considère qu'en 2016, il continue la constitution de 2020, la constitution de 2000, selon la constitution de la Deuxième République, comment il nomme un vice-président qui n'est pas contenu dans la constitution de 2020, dans la constitution de la Deuxième République, mais qui est dans la constitution de la Troisième République, alors qu'il est sous la Deuxième République? Comment il fait cette gymnastique-là? Donc ça veut dire que en 2016, Ouattara, il est sur deux constitutions. Il est sur deux constitutions. Donc, il applique la constitution de 2020 et la constitution. Enfin, il se met sous l'égide de la Deuxième République et sous l'égide de la Troisième République. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas possible. En d'autres termes, ça veut dire qu'à partir du moment où il applique la constitution de 2016, donc la Troisième République, c'est qu'il y est déjà de plein fouet. Donc, il a fait son premier mandat en 2016 jusqu'en 2020. Même si le mandat
a été de courte durée, il y a des gens qui commencent les mandats, ils les terminent pas. Donc si ça a été de courte durée, on va se dire qu'aujourd'hui, mais il a fait 2 mandats dans la 3e République. Ouais, parce que, mais en fait, quand on prend le problème dans tous les sens, il n'y a pas d'explication logique. En fait, en réalité, Ouattara est en train de nous carotter. Et ils savent, tous les militants du RHDP là, ils sont en train de nous carotter, ils le savent. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, et comment ils nous regardent, ils montrent qu'en fait, ils ont la force et ils nous imposent Alassane Ouattara et on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix. Eux-mêmes, depuis un certain temps, et même leurs mandants, on dit quoi? Ils ne parlent même pas de 2e mandat, de 3e République. Et tous, ils parlent de 4e mandat. Parce qu'on est dans le 4e mandat. Mais comment eux-mêmes, là, ils ne se permettent même pas de réfléchir, de dire que non, trop, c'est trop. Ils peuvent même dire eux-mêmes entre eux, on a trop fait. Bon, les gars, vous savez, il y a des sujets qui donnent des crises d'urticaire. Et en fait, celui-ci, il fait partie de ces sujets-là. Quand tu le commences, ça donne envie de pleurer, en fait. Ça donne envie de pleurer. Et comme le disait le philosophe, comment on appelle ça, hollandais, Baruch Spinoza, il dit, ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le cas de Ouattara? Il faut comprendre sa psychologie, il faut comprendre sa schizophrénie, il faut comprendre quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Donc, oui, effectivement, Ouattara, il est en lice pour un 3e mandat, mais si le peuple de Côte d'Ivoire reste là, ne bouge pas le petit doigt, ne décide pas de prendre son destin en main, Ouattara va faire un 4e mandat, et même il va faire un 5e, et il va faire un 6e, et il va faire jusqu'à ce que, en fait, il rende son dernier souffle. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Excusez-moi d'avoir été trop long, mais bon, ça énerve. Merci. Merci, Doyen. Avant de passer la parole, on va suivre un autre élément, mais cette fois-ci, du ministre de la Justice. On a besoin de ces preuves-là pour faire comprendre à chacun que ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est bien eux-mêmes qui, au regard de la Constitution, se prononcent sur la non-participation ou la participation de Ouattara pour un 3e, pas 4e mandat, 3e. Donc, je vais jouer rapidement, ça ne dure pas la vidéo là, donc de quelques minutes. Et donc, ce sera l'intervention de M. Kambile Sansan. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Tanguy, tu as la parole. Merci, cher frère, de donner la parole.
Je tiens à saluer ici tous mes frères qui sont là. Soleil, Zarathustra, Teradi, Nakava, MLB. MLB, je dis en anglais, hein. Et je vois pas la suite. Et toi-même, mon frère, lors du panel. Ce soir, je vais un peu faire mon soleil Gavan. Voilà, parce que je ne connais pas le mythe de Prométhée, mais j'ai la chance de connaître Soleil Gavan, qui est un éminent juriste breton, d'origine ivoirienne, et je vais un peu parler comme lui. Donc je suis assis dans ma résidence du Texas, et ce soir, mon frère Hans, tu m'offres un exercice difficile. Difficile dans le sens où j'ai peur. J'ai peur de la classe politique ivoirienne, et moi qui m'essaye à la politique, j'ai peur de me retrouver un jour dans ce genre d'histoire avec des VAR qui pourraient me faire honte à moi et à ma descendance. Sans oublier faire honte à mon épouse, bien sûr. Parce que moi, je pense que quand on agit comme ça, comment regarder ses enfants à la maison? Quand on se dit et on se dédie. Voici des hommes, je vous ai dit, hein, le doyen Zara, il a parlé du mythe de Prométhée. Moi, ce soir, je fais mon soleil Gavan, donc excusez-moi de traîner un peu sur les mots. Mais je fais comme mon frère Soleil qui nous a manqué ces derniers jours. Donc, en son honneur, je m'exprime un peu comme lui. Mais vous voyez des gens qui nous ont menti, qui ont menti à la République, qui ont menti au peuple de Côte d'Ivoire, mais surtout qui ont menti à, j'ai envie de dire, à toute une génération d'Ivoiriens. C'est ce qu'on appelle en droit des manières dolosives. Oui, ils nous ont dit que Ouattara n'allait pas être candidat. Ils nous ont dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat parce que des articles de droit l'en empêchaient. Monsieur Sansan Kambilé, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce magistrat au père s'est même rendu à l'Assemblée nationale devant les députés de la nation et était même prêt à faire des démonstrations dignes de la magie noire pour démontrer à son auditoire qu'Alassane Ouattara, même si le diable le possédait, les bons dieux du droit l'empêcheraient d'être candidat. Il a même dit à un avocat, à un député, excusez-moi, que ce monsieur était en train de faire des affirmations dans un imaginaire fictif et accusé Ouattara de vouloir être candidat. Il a dit qu'on change la constitution avant les élections et non après. Mais il a oublié de dire que les élections ne se terminaient pas et qu'elles arrivaient chaque 5 ans. Ces hommes-là, ce sont des menteurs. Et quand on se ment à soi-même, ce n'est pas grave. Mais quand on ment à tout un peuple, on n'est même pas digne de se réveiller dans la grâce. Comment ils font pour encore assumer des fonctions au sommet de l'État? Comment ils font pour eux-mêmes, quand ils s'entendent là? Comment ils font? Comment un éminent constitutionnaliste, même si c'est un voleur de peinture, pour faire référence à la réflexion de l'Université d'Abidjan, comment Cissé Bakongo,
ce grand constitutionnaliste a pu dire que Alassane Ouattara connaît le droit plus que lui. Alassane Ouattara, économiste, un PhD diplômé de l'université de Wharton. Et lui, Cissé Bakongo, constitutionnaliste, non, c'est Ouattara qui connaît le droit plus que lui. C'est une honte. Pour moi, ce référendum même qui a entraîné la modification de la Constitution devait être frappé de nullité. Puisqu'ils ont dit, le doyen Zara, éminent philosophe, l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait même des affiches, des posters, des flyers où on nous disait que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Ils ont vite fait d'enlever les flyers après, mais c'était certainement des captures, des screenshots, des photos rappelant cela. Donc pour moi, ils ont usé de manière dolosive pour forcer le consentement de la population ivoirienne vis-à-vis de cette constitution. De ce fait, et de ce qui précède, cette élection, ou du moins ce référendum, ce vote de la Constitution, devait être frappé de nullité. Et nous allons nous en charger très bientôt, une fois au pouvoir, de revisiter les choses et de revoir ce qu'il en est. Mais je me suis amusé, pour revenir à l'actualité, d'aller regarder le programme de ce qui convient d'appeler la convention de congrès du RHDP. Et j'ai observé ce programme et j'ai vu nulle part qu'on faisait même la place à Méambli ou un autre certain Fofana qui avait des ambitions de candidater à la candidature de la présidente de la République via le support du RHDP. Voici un parti qui n'est même pas démocratique et qui veut donner des leçons à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut s'en méfier comme de la peste. Et bien sûr, Alassane Ouattara a été plébiscité aujourd'hui pour être candidat pour le compte du RHDP. Demain, certainement, il va l'accepter autour de midi 20, heure de son discours. Mais oui, il est en lice pour un 4e mandat et nous sommes en lice pour le stopper. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que nous ferons. Merci. Merci Tanguy, merci pour ta brillante intervention. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de jouer une autre vidéo, mais je vais passer d'abord la parole, parce que la question est posée. Alassane Ouattara en liste pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire? Si oui, à quoi la Côte d'Ivoire sera exposée si jamais Ouattara viole ouvertement et de façon outrageuse la Constitution? Je vais passer la parole à Mère Kava, ensuite Teradi, ensuite je viens, et puis on va terminer par mon frère MLB. On va terminer par MLB. Mais après l'intervention de Teradi, nous allons jouer une vidéo du président qui va nous dire réellement ce qui va advenir de la Côte d'Ivoire si jamais Alassane Ouattara rempile pour un 4e mandat. Mère Kava, tu as le micro. Ok, bonsoir à tous. Tonton Zara, merci pour tes paroles dithyrambiques. Voilà. Ce serait de le dire, mais je pense que tu exagères un peu trop dans la, on va dire, dans les compliments à mon égard. Voilà. Je suis une modeste personne, une petite personne. Je ne mérite pas toutes ces éloges. Voilà, à mon humble avis. Voilà. En tout cas, ça sûrement c'est vrai, tu ne mérites pas ces éloges. Mais bon, continue. Oui, je sais que tu es, Tanguy, je sais que tu es très, j'ai envie de dire, tu es très jaloux me concernant, surtout au niveau des femmes, surtout quand il s'agit de la jeune féminine, mais bon, c'est pas grave, ça va te passer. Voilà. Donc, on m'introduit dans le sujet. Alassane Ouattara a déjà fait un 3e mandat, qu'on a appelé un coup d'État constitutionnel.
Voilà, il a déjà fait un coup d'état constitutionnel. Bakongo, qui est l'un des rédacteurs en chef de cette constitution, l'a dit moult fois, Alassane Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat. Il a redit même à quelques encablés des élections de 2020. Il était il était assis avec Victor Hugo lui a dit non, faut pas dire ça. Donc Bakongo a fini par se résigner. Voilà, la République en Côte d'Ivoire aujourd'hui, voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une sorte comment dire ça, de sultanat. C'est-à-dire, on a un roi, on a un sultan qui est Alassane Ouattara et puis tout le monde doit lui obéir. Donc Bakongo a essayé d'être honnête jusqu'à la fin, mais bon, que Nénis n'a rien donné, il s'est rangé dans les rangs. Voilà, donc, moi je pense que pour garder sa pitance, Bakongo a dû se plier. Voilà, sinon tous les textes savent que Ouattara lui-même l'a déclaré sur TV5 Monde, il a dit en 2015, c'est une nouvelle constitution pour la Troisième République, mais ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. Je ne sais pas si c'est la vidéo que Tanguy voulait jouer, et Tanguy, pardon, on s'apprêtait à jouer, mais si c'est une autre vidéo. Mais dans la vidéo dont je parle, Ouattara dit lui-même qu'il ne peut pas briguer un troisième mandat. Voilà. Même en 2017, lorsqu'il a reçu le nonce apostolique, Ouattara a dit en janvier 2017, il a dit les nouvelles dispositions me permettront d'aller à la retraite. En d'autres termes, je ne peux pas faire un troisième mandat. Donc les vidéos sont légion, mais moi je vais aller au-delà parce que ces vidéos on les a tellement jouées en 2020 que moi je suis blasé de toutes ces vidéos. Voilà. Les vidéos, oui, on peut les conserver pour la postérité, on peut les conserver pour les débats contradictoires, etc., etc. Mais là, les débats contradictoires et autres, les preuves surabondes et autres, ça, je pense que c'est suranné. Voilà. On est à 3 mois pile poil de l'élection, qui n'aura pas lieu, mais on va dire d'un probable embrasement en Côte d'Ivoire, nous devons nous concentrer là-dessus. Ouattara nous propose 2 choses en ce moment. Un 4e mandat au forceps ou une dévolution successorale à travers son petit frère. Dans les 2 cas, il y a la braise. Dans les 2 cas, le pays s'embrase. S'il vient, puisque le Conseil constitutionnel a déjà validé son 3e mandat, le Conseil constitutionnel n'aura pas de problème à dire que Ouattara est éligible. Donc, partant de ce postulat, Ouattara est éligible encore pour un 4e mandat. Ou soit, il ne veut pas se présenter, mais il a peur de se présenter parce que sa candidature pourrait brûler le pays. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous trouve un dauphin factice, c'est-à-dire son petit frère, et puis comme ça, peut-être ça va essayer de créer une sorte d'accalmie, mais qui va réduire les tensions en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, nous devons nous tenir prêts, nos positions. Nous devons nous tenir prêts. J'ai aimé la dernière phrase de Tanguy. On doit tout faire pour l'en empêcher. Et pour empêcher ces gens-là de nous faire un énième mandat illégal, Télé Brahima ne serait pas illégal. Mais Ouattara veut nous imposer une succession, une dévolution du pouvoir. Une dévolution, c'est quoi? C'est-à-dire, comme si c'était une couronne ou un trône, on prend le pouvoir, on prend le trône, met la couronne et on te la met sur la tête. On t'intronise. C'est ce que Ouattara veut nous proposer. C'est-à-dire, s'il n'est pas candidat, c'est ce qu'il nous propose. Parce que le nom de Télé Brahima est scandé depuis ce matin dans le foireux congrès. Donc, soit c'est le père ou le frère, ou bien le fils ou le père. C'est-à-dire, soit c'est Ouattara, soit c'est Ouattara père, c'est-à-dire Alassane, ou bien soit c'est Ouattara fils, c'est-à-dire Brahima, soit c'est Ouattara frère, Alassane, ou soit c'est Ouattara frère, Brahima. Dans tous les cas, nous, opposition de Côte d'Ivoire, on dit non à ça. Moi-même, je suis un archiviste. Mais c'est plus à l'ordre du jour. Nous devons être en ordre de bataille. Nous devons être en ordre de bataille aujourd'hui pour empêcher qu'il y ait parjure encore en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu parjure en 2020. Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel. Il veut nous imposer encore sa volonté.
Nous devons nous battre pour dire, nous devons tout faire pour dire non. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et nous devons sortir de nos complexes. De soi-disant, nous sommes des démocrates, nous sommes chocos, non, le pays, non, on ne veut pas gâter le pays. Si on, non, c'est pour ça, non, nous, on n'est pas comme eux, ils s'en foutent. Pour débarrasser l'Allemagne des nazis, Berlin a été rasé. Mais aujourd'hui, allez-y à Berlin, la ville a été reconstruite. Pour que les États-Unis deviennent États-Unis, il y a eu la guerre de sécession. Pour que la Côte d'Ivoire se libère du RDR-HDP, il faudra payer un prix. Et oui. Moi, je suis pris dans la dialectique. Hein. Il y a longtemps que j'ai abandonné ça. Parce que ça ne marche pas, au fait. On a affaire à des brigands. Nous, on veut raisonner. On a affaire à des voyous. Ouattara, c'est un voyou. Ouattara, c'est vrai, il a fait les États-Unis, il a étudié, il a un background, un PhD. Mais Ouattara, c'est un voyou. Ouattara se comporte comme un voyou. C'est-à-dire, Ouattara, quand il doit descendre dans la boue, mettre des badauds, des voyous, des TUER, des siquets, Ouattara n'hésite pas à utiliser des siquets. Pourquoi nous sommes dans tout, dans le complexe de non, nous sommes, non, vous savez que non, celui que nous suivons, il peut pas faire ça. Hey! Les grandes démocraties, là, allez-y les provoquer, vous allez voir. États-Unis, c'est pas la plus grande démocratie du monde, soi-disant. Mais l'avion B2, là, à quoi ça sert? L'avion de chasse B2, c'est à quoi? Va commettre un attentat aux États-Unis, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, à un moment donné, nous qui nous réclamons de l'opposition, nous devons adopter l'attitude de Ouattara. Il y a un verset biblique qui dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se prenne pas pour un sage. Je répète encore, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se prenne pas pour un sage. Le RHDP veut la guerre, nous impose la guerre, nous impose sa suprématie. Si on veut qu'ils partent, nous devons nous dresser devant eux. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul scénario aujourd'hui. Ne me dites pas que Gbagbo, le Conseil constitutionnel en septembre va dire que Gbagbo est candidat. Je ne crois pas. Que Thiam est candidat, que Soro est candidat, que Blegoudé est candidat. On sait tous que ça n'arrivera pas. La seule option qui nous reste, si on veut voir le RDR-HDP dégager du pouvoir, c'est sortir en masse, créer le surnom et chasser le RHDP du pouvoir. On n'a pas d'autre option. Sinon, comme j'ai dit au départ, soit nous allons ingurgiter le 4e mandat, autrement dit, on va assister à une dévolution du pouvoir, c'est-à-dire à l'intronisation du petit frère ou du fils de Alassane Ouattara, appelé Téné Birahima Ouattara. Donc, moi, pour ne pas revenir sur la déclaration de Bakongo, j'ai préféré couper le coup et proposer pour ne plus que ces voyous-là soient à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Merkava. Merci beaucoup pour l'intervention. Teradi, vas-y. Monsieur Teradi. Ok, MLB, vas-y. Merci, frère. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, je me rappelle très bien quand le président des États-Unis est parti au Ghana et il a dit qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin des hommes forts, mais nous avons plutôt besoin d'une constitution forte. Et en fait, c'est cette constitution-là qui ne permettait pas à Alassane Dramane Ouattara, cette constitution forte en Côte d'Ivoire qui ne permettait pas à Alassane Dramane Ouattara de poser sa candidature. Parce que, à cause de tout ce qu'il écranait, ou bien c'est à cause de cette violence qu'il a menée en Côte d'Ivoire, possible, même pas forcément à cause de cette violence, mais à cause de ce qu'il était et ce qu'il a fait. Parce que c'est quelqu'un qui s'est marié avec c'est quelqu'un qui est parti à l'école. Excusez-moi pour commencer, c'est quelqu'un qui est parti à l'école avec une nationalité burkinabé.
Jusqu'à présent, ça est dans les archives. Si vous voulez, je peux vous faire monter cette vidéo. Bon, je laisse ça tomber. C'est encore lui qui s'est marié avec je peux dire, elle est américaine, mais elle est de naissance, elle est jamaïcaine. On peut en passer encore sur ça. Donc, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas ivoirien. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, il s'en fout de la condition de la Côte d'Ivoire, en fait, parce que c'est pas son pays, il s'en fout de ça. Et c'est ce même Alassane Draman Ouattara, en 2010, qui a pris les armes, qui est parti voter avec une armée dans tout le monde entier. La première fois que j'ai vu un homme qui pose sa candidature avec une armée, c'est Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est 3. Maintenant, on va un peu plus loin. Il prend le pouvoir en 2010 avec les armes. Ça, c'est un coup d'État. Et ça le permettait de prendre, comme il a pris avec un coup d'État, il devait avoir seulement qu'un seul mandat. Je dis bien, c'était dit dans la condition qu'Alassane Draman Ouattara devait faire un seul mandat. Il saute sur ça et il dit son conseil constitutionnel à lui, il ne dit pas son conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, il dit son conseil constitutionnel à lui qui dit qu'il peut poser sa candidature par dérivé. Le mot dérivé ne nous a jamais été expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à présent? Mais il a posé sa candidature lui seul et, comme encore une fois, ça c'est un coup d'État encore. Troisième fois, il est dans son troisième mandat. D'après lui-même, il dit premier mandat de la Troisième République. Il pose sa candidature par force cas majeure. Quelque chose encore qui n'est pas dans la Constitution. Force cas majeure. Premier mandat de la Troisième République, ça n'est pas aussi dans la Constitution. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours piétiné nos constitutions. Et pour ça, nous, les Ivoiriens, nous ne devons pas baisser les bras. Parce que jusqu'à présent, le cas fait faire un 4e mandat. Ça veut dire que tout doit tourner autour de sa personne, lui et lui seul. En effet, nous devons être unis. Parce que c'est pourquoi j'aime beaucoup les États-Unis. Ils ont mis leur ego sur le camp. Ils ont fait la tour, non pas la tour Eiffel, les jumelles de New York sont tombées. C'est ce qu'on appelle le World Trade Center. Quand Ben Laden a fait tomber ça, ils ont mis tous les palabres sur le côté. Ils ont tout fait pour dire le monsieur Ben Laden, et puis après, ils sont venus faire les palabres encore, entre eux-mêmes. Ça veut dire que nous, les Ivoiriens, nous devons mettre cette priorité-là en premier. On ne doit pas toucher à un cheveu d'un Ivoirien. Tant que on doit régler nos problèmes nous-mêmes. Ça veut dire que nous-mêmes, on prend les choses en main, on règle, on finit avec lui là qui se prend en notre constitution, ou bien lui qui se prend à un Ivoirien, on finit avec lui, et puis après, entre nous-mêmes, on vient faire nos petites querelles, on vient faire nos petits palabres. Ça, c'est entre nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on ne sait pas, c'est nous-mêmes, on ne sait pas. Mais, en aucun cas, on doit se prendre à un Ivoirien, mais seule la personne qui veut se prendre à cette condition, qui se prend à la condition, la personne là aura un problème. D'abord, il a sauté le verrou parce qu'il a pensé il a sauté le verrou de l'âge parce qu'il pensait que le président Laurent Gbagbo n'allait jamais venir. Ça, c'est un. De deux, comment tu ne peux pas montrer ton bulletin de santé? Un président de la République n'a pas besoin de montrer son bulletin de santé pour poser sa candidature. Ça veut dire Alassane Draman Ouattara a tout fait pour que cette condition-là, lui seul, il puisse comprendre ces conditions. Ces conditions. Si c'est Bakongo qui vient et qui dit Alassane Draman Ouattara, il connaît la condition plus que eux tous réunis. Ça veut dire que nous tous en Côte d'Ivoire, là, Alassane Draman Ouattara est le seul qui connaît la condition que nous tous réunis. Ce qui veut dire que ce monsieur Alassane Draman Ouattara est rentré dans une chambre, il s'est cousu une chemise que lui seul il peut porter et que c'est lui seul, ça va. Nous autres là, on doit marcher nuit en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est impossible. Merci de m'avoir donné la parole. Merci mon frère MLB. Je viens, je ne sais pas si tu es là. Bon, ok. Tu es là? Je t'entends pas, hein. Je sais pas. Vous m'entendez?
Ouais, là on t'entend mieux. Vas-y, prononce-toi sur le sujet et puis on va passer à un autre volet. Voilà, du panel. On va introduire la deuxième séquence. Donc vas-y. Alors bonsoir à tous ceux qui sont en bas et tous ceux qui sont en haut aussi. Merci surtout à Hans de m'avoir invité. J'avoue que j'ai mis quelques secondes à accepter l'invitation parce que j'étais dans une espèce de doute. Mais il y a une petite voix qui m'a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas jouer ma partition dans le processus de libération de mon pays? Parce que j'ai pour habitude de scroller et de rester en bas, de tapoter, voilà. Et là, je me suis dit, il est temps pour moi de me rendre utile, en fait. De me rendre utile et en m'ajoutant, comme on dit chez nous, en m'ajoutant au combat, parce que ce que je constate, ce que je vois, moi je ne suis pas une technocrate de la politique, hein, mais je pense que on n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ce qui se passe actuellement dans notre pays. On a affaire à des gens qui disent une chose un jour et son contraire le lendemain. Moi, je fais partie des gens qui ont supporté le dirigeant actuel du pays. Parce que je voyais en lui quelqu'un qui allait venir révolutionner la politique dans mon pays. Je voyais en lui quelqu'un qui était porteur d'espoir. Je voyais en lui une image très positive. Donc à l'époque, je me suis battue corps et âme. Nous, on s'est battu à l'époque de Skype. C'est à l'époque de Skype qu'on faisait l'équivalent de ce que vous faites là actuellement sur TikTok. Une fois élu, les premières années, les choses se sont à peu près bien passées. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, je me suis rendu compte que ce que j'attendais n'est pas en train de se dérouler. Et plus on avançait, plus les choses s'aggravaient. Il y a des violences incroyables des droits de l'homme. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas donner son avis dès lors que cet avis-là va à contresens de ce que le pouvoir en place met en place. Voilà, excusez-moi le jeu de mots. Mais je suis très déçue. Et en même temps, j'ai beaucoup de peine par rapport aux dirigeants actuels. Parce que pour quelqu'un de sa trempe, je pense qu'il est en train de rater une occasion de sortir par la grande porte. Il aurait pu sortir avec tous les honneurs, avec tout le respect. Mais en s'entêtant, il effrite de façon considérable la réputation qu'il a mis des années à se construire. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Avant de venir sur ce panel, j'étais en train de scroller sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo où il était annoncé que le président Talon a fait un communiqué comme quoi il ne voulait plus continuer, enfin briguer un autre mandat. Et je me suis mise à rêver. Je me suis mise à rêver. Que Dieu touche le cœur de cet homme et qu'il comprenne que la voie qu'il a empruntée n'est pas la bonne. La voie qu'il a empruntée n'est pas celle qui est juste. Parce que les gens qu'il jette en prison tout le temps, les gens qu'il bâillonne, qu'il muselle, les gens qu'ils humilient, ces gens-là sont des Ivoiriens. Ils n'ont pas d'autre pays, ils seront là. Par contre, le pouvoir va tourner, va bouger. Le pouvoir va changer. Quand sera-t-il de tout cela? Quand la roue aura tourné? Je m'arrête là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci pour ton intervention. C'est la première fois déjà que on te reçoit sur le panel, mais... Pardon? J'ai une petite promotion, est-ce que vous permettez? Oui, vas-y, Zara. Je viens d'Afrique. Bonjour. Vous avez parlé de Skype, vous étiez sur Abidjan Talk? Je viens d'Afrique. Ah. Ok, c'est pas grave. Ok. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous étiez sur Abidjan Talk, c'est ça? Non. Ah, ok, d'accord. Okay. Non. Tous les soirs, je scrolle. Bon, il y a un petit noyau que je suis systématiquement. Mais tous les soirs, je scrolle parce que j'essaie d'élargir. Ah, ok. Vous parliez de Skype? Oui. Non, à l'époque, on était sur Skype. On était toute une équipe. Il y avait des ingénieurs dans le groupe. Au début, c'était un petit groupe de discussion. Et il a grandi. Okay. Et merci. Voilà. Merci. C'était ça. Ok, merci. On va prendre un autre virage. Si Ouattara est candidat, que court la Côte d'Ivoire comme risque, comme danger? Parce que c'est là se situent les véritables enjeux et c'est à partir de là que naissent tous les différents fronts de manifestation. Et c'est là aussi qui implique que les partis politiques décident de prendre leur destin en main pour poser les revendications qui vont emmener la Côte d'Ivoire à éviter une des crises les plus difficiles de toute son histoire. On va interroger le président Laurent Gbagbo sur la dangerosité du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Je vais profiter pour souhaiter la bienvenue à ma chère sœur belle-fille. C'est un honneur de la recevoir sur nos panels. Donc après cela, on pourra... Merci. Bonsoir à tous. Je suis monté pour vous faire un coup. C'est juste ça. Et en même temps, j'avais vu que Ouattara avait été éligné pour être candidat. Donc, j'avais pas compris si c'était officiel parce que j'ai vu sur la page des RFI Afrique. Donc, en tout cas, bonsoir à vous tous. S'il est candidat, vraiment, nous sommes de cœur avec vous parce que pour moi, c'est pas normal que Ouattara se présente pour un 4e mandat. Déjà, c'est anticonstitutionnel. Parce que c'est tout le temps les moutons qui nous parlent de démocratie. Eux-mêmes, ils ne respectent pas cette démocratie. Donc, en temps normal, ils ne devraient pas être candidats. Franchement, en tout cas, nous, vu de l'extérieur, tous les Africains doivent se mobiliser pour dire non à ça. À un moment donné, les dirigeants africains qui ont quand même fait 2-3 mandats, ils doivent partir. Vraiment. En tout cas, c'était ça. Je suis de cœur avec vous parce que j'ai vu que Gbagbo aussi n'était pas sur la liste. Soro et tous les opposants. Vraiment, il y a quoi à vous. Je ne sais pas comment vous allez régler ce problème-là, mais bon. On a la foi. Il y a le Tout-Puissant qui est là. Peut-être il va nous donner un coup de main. Mais il faut des hommes aussi où l'opposition doit s'assumer pour aller arracher du pouvoir dans la main de Ouattara et sa bande. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, bonne soirée à vous tous. Je vais laisser la place. C'est ce que je voulais dire. Soleil, ça va. Je vais très bien, merci ma soeur. Et puis bisous encore, merci pour ton passage. Merci beaucoup. En réalité, on comprend tous que ils n'ont pas d'autre choix que nous, parce qu'ils sont conscients des actes qu'ils ont posés et ce sont des actes qui vont forcément engendrer des représailles. Mais moi, je ne suis pas pour le fait de rendre coup pour coup, parce que il faut qu'on sorte de cette spirale de rendre coup pour coup, voilà, comme je l'ai dit, parce que sinon, c'est rebelote. On va revivre tout le temps les mêmes choses. Il faut que on finisse par choisir quelqu'un qui va rompre avec
ce processus-là, en fait. Voilà. Excusez-moi d'avoir pris le temps qu'on me a donné. Non, pas de problème. Merci pour ton point de vue. En tout cas, nous savons qui est très bien placé pour rompre justement avec ce cycle-là, et c'est le président Laurent Gbagbo. Nous sommes d'ailleurs ses adeptes, nous militons dans son parti. Ici, l'effort que nous faisons de faire, c'est que on a un individu qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire dans une situation très difficile par le fait du viol de la Constitution. Donc, on essaie de ressortir tous les éléments qui montrent et qui prouvent que ce monsieur-là ne peut pas être candidat, parce que sa candidature va entraîner la Côte d'Ivoire dans un chaos. Donc, la question que j'ai posée et qui va nous emmener dans la deuxième partie du panel, c'est: que risque la Côte d'Ivoire si Ouattara, bien évidemment, acte son 4e mandat? On va écouter ce que pense d'abord le président Laurent Gbagbo, et puis ensuite, chacun aura l'attitude, bien évidemment, de se prononcer juste après l'intervention du président Laurent Gbagbo concernant le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Ce que Alassane fait et qui est condamnable, c'est ne pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat, alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane. Non. Laissez Alassane et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Laurent Gbagbo, un ministre. Zarathustra, je vais me tourner vers toi. Si Teradi est là, il peut me laisser savoir. Il pourra prendre la parole. Mais je me tourne vers toi, Zarathustra. Si Ouattara est candidat, ce sera l'horreur pour la Côte d'Ivoire. Les mots sont très bien pesés et très bien choisis par le leader. Qu'est-ce que cela t'inspire, toi? Et surtout, à quoi doit s'attendre la Côte d'Ivoire si jamais Ouattara acte son 4e mandat? Ça, c'est le 2e volet du panel. Après cette partie, nous allons entrer dans le 3e volet sur ce qu'il a lieu de faire. Et c'est ainsi que nous parlerons des activités du mouvement Trop c'est trop et surtout du front commun signé par le PPACI et le PDCI qui bien évidemment ont décidé d'accorder leur violon pour empêcher justement ce 4e mandat de Ouattara. Donc, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire court comme danger si Ouattara, bien évidemment, acte son 4e mandat? La parole est à toi, Zara. Merci beaucoup. Le 4e mandat, le président Laurent Gbagbo a dit que c'est une horreur. Mais c'est une horreur, mais sur plusieurs plans. Sur le plan moral, c'est une horreur. Sur le plan politique, c'est une horreur. Alors, il a dit, je ne sais pas à quel moment il a dit, mais comment les gens même de l'extérieur vont le regarder? Comment ils vont le regarder? Donc, c'est vraiment une horreur morale, c'est une horreur politique. Et puis, en fait, le problème que ça va poser, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes, ils vont se regarder comme étant des marionnettes qui sont donc déplacées au gré de l'humeur du marionnettiste. Et donc, c'est une chosification
des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens vont accepter d'être autant chosifiés par Alassane Ouattara? Mais c'est une erreur parce que au plan social, ça va entraîner une situation qui n'est pas inédite en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'on l'a déjà connue. Mais ça va entraîner une situation qui a été cauchemardesque pour les Ivoiriens. Parce que Gbagbo l'a dit, en 2020, il n'était pas là. Bédié était là. Il a dit que Bédié a fait preuve de courage. On pourrait même dire que Bédié allait au-delà du courage. Il a fait preuve de témérité. Parce que le courage, dans le courage, il y a la peur. Il y a la peur qui encadre le courage. La peur de perdre sa vie qui encadre le courage. Mais la témérité, non, il n'y a même pas la peur, il n'y a pas de peur de perdre sa vie. Tu prends le risque. C'est le degré le plus élevé du courage qu'on appelle la témérité. Et ça, Bédié l'a fait. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait une manifestation, qui n'avait jamais mis en péril sa vie, ce que Bédié a fait en 2020, le président Laurent Gbagbo a dit, waouh, c'était grand. Or, le président Laurent Gbagbo, c'est un habitué. Bon, ce n'est pas, je ne le dis pas pour banaliser, mais c'est un habitué des prisons, c'est un habitué de la souffrance, et puis c'est un habitué des luttes politiques. Et lui-même, il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Et puis la situation internationale, c'est-à-dire que géopolitique, elle n'est plus la même chose qu'en 2010. Il y a eu beaucoup de mutations qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de métamorphoses en Afrique occidentale qui ne permettent pas aujourd'hui à cette oligarchie au pouvoir en Côte d'Ivoire de se sentir en extrême sécurité. Donc, il sait très bien qu'en le faisant, ce sera une horreur parce que, en fait, il est loisible de pouvoir créer une catastrophe. Mais ce qui est difficile dans la catastrophe, c'est la gestion, la maîtrise des conséquences d'une catastrophe. Or, aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de ce qui peut se passer. Ils n'ont aucune idée de ce que les Ivoiriens eux-mêmes là, ils attendent qu'ils franchissent le Rubicon. Bon, on dit Jules César, il a franchi le Rubicon, ça a permis à l'Occident, sinon à Rome, de pouvoir être ce que Rome est devenu. Donc ça a été une bonne chose vers la fin. Enfin, ça a été une bonne chose en définitive. Mais pour lui, je parlerai de ligne rouge. C'est une ligne rouge qu'il va franchir ici. Il fait ce que on sent qu'il va faire. Mais sur cette question-là, je crois qu'Alassane Ouattara, il se conduit exactement comme une mafia. Comme dans une mafia. Vous savez, dans une mafia, j'ai jamais été dans une mafia, mais bon, comme je dis un peu tout et n'importe quoi, il sait que les informations sont gérées selon l'échelle à laquelle tu es logé, sinon au niveau de laquelle tu es logé. Et donc, il y a peut-être des informations que certaines personnes ont, qui sont très proches d'Alassane Ouattara, ont et que d'autres n'ont pas. Et donc, ceux qui sont en train de vociférer pour dire que Ouattara, peut-être qu'ils ne savent pas que Ouattara lui-même ne sera pas candidat et que peut-être Ouattara va se faire substituer par un autre Ouattara. En fait, Ouattara va remplacer Ouattara. Quand je dis ça, je dis peut-être qu'il va se faire remplacer par son petit frère. Parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même un petit signe. On a eu aujourd'hui un petit signe à travers, je ne sais pas si c'est un couac qu'il a fait, mais je pense qu'il a fait exprès, Hachi Patrick, en laissant passer quelque chose qui a été très révélateur. Enfin, je veux dire que Ouattara pourrait certainement ne pas être candidat pour un 4e mandat, mais éliminer tous ceux qui peuvent faire de l'ombrage à son petit frère Tenim Birahima, qui est son véritable successeur.
Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, Ouattara peut aller contre toutes les valeurs. Il pourrait se présenter pour un 4e mandat et puis se dire, adviendra que pourra. Parce qu'il se dit certainement que, comme vous voyez, bon, nous on a été aussi jeunes, hein, c'est pas, on n'est pas né comme ça, on a été aussi jeunes. Et quand on était plus jeunes que ça et on se battait, on se disait que celui qui donne le premier coup, enfin on appelait ça manga tapé. Celui qui manga tapé son adversaire séparé, donc voilà, tu as gagné le combat. Donc il se dit que lui, s'il met le premier coup, il va nous mettre à terre et puis bon, voilà, les gens vont se séparer et puis il aura déjà gagné, il sera déjà au pouvoir et puis on va demander maintenant à négocier, à pouvoir, n'est-ce pas, et négocier certains postes. Donc il fait tout ce calcul-là. Mais dans tous les cas, il faudra que Ouattara, sinon il faudra que, comme l'a dit Merkava, il faudra que on oblige Alassane Ouattara à appliquer les premières règles de la démocratie. Et ça dépendra des Ivoiriens. Ça dépendra des Ivoiriens. Et c'est pourquoi, bon, je vais pas bifurquer sur ce qui arrive, mais voilà, c'est pourquoi les Ivoiriens doivent véritablement se mobiliser, hein, sur les groupes qui sont formés. Et je veux dire, le trop c'est trop, ça doit parler à tout le monde. Voilà, comment on appelle ça là, le front commun, ça doit parler à tout le monde. On résiste, ça doit parler à tout le monde. On en a marre, ça doit parler à tout le monde. Il faut que les Ivoiriens expriment leur ras-le-bol et qu'ils se disent qu'un 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est le summum du ras-le-bol. Voilà. Ainsi, j'ai parlé. Merci. Merci, doyen. Merci pour ton intervention. Donc, la question est posée. Si Ouattara acte son 4e mandat, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire court comme risque? Ensuite, nous allons comprendre le bien fondé de notre front commun avec le PDC-RDA et les autres partis politiques. Donc, je laisse le micro, mais Kava. Oui. Je l'ai dit dans mes propos liminaires. Deux options. 4e mandat. Ouattara affirme ou bien se prononce demain ou plus grand tard le 6 août, c'est-à-dire la veille de la fin de l'indépendance, qu'il est candidat. Ou bien demain, s'il n'est pas candidat, on le saura parce que il va nous montrer très probablement son petit frère ou son fils pour certains. Mais j'ai une question. Attends, j'ai une question. Pourquoi tout le monde pense, bon, pas tout le monde, mais pourquoi il y a maintenant cette éventualité-là que ce ne soit pas lui-même Ouattara qui soit candidat, mais c'est son petit frère? Parce que je ne comprends pas trop pourquoi ce changement subit. Est-ce parce que Patrick Acha les a échappés? Mais on pourrait mettre en place, on pourrait penser à plusieurs éventualités. Hein. Voilà, il peut même ne pas se prononcer demain pour dire, bon, donnez-moi encore un temps de réflexion, parce que ce qui s'est passé, c'est un appel de la haute direction du RHDP et des militants à acter la candidature de Ouattara. Donc, il revient à Ouattara soit de confirmer cette candidature, soit de proposer quelqu'un d'autre, ou soit ne pas se proposer. Mais en tout état de cause, pour ce que nous sommes en train de constater, ben, on peut dire que Ouattara est en liste pour un 4e mandat. Maintenant, pourquoi de plus en plus certains d'entre nous pensent que il fera la passe à son petit frère qui est le ministre de la Défense? Qu'est-ce qui milite en sa faveur, mais surtout pourquoi on pense que il pourrait nommer son frère à sa succession? Au fait, ce sont des déclarations hypothétiques que je fais. D'abord, Ouattara en 2020 il s'est prononcé le 6 août 2020. Il a dit qu'il est candidat le 6 août 2020.
Donc, Ouattara peut attendre, comme tu as dit, demain, il peut dribbler tout le monde, ne pas parler. Il peut dire, j'ai entendu vos revendications, j'ai entendu les appels de pied que vous m'avez fait, je vais réfléchir. Et puis, comme à l'accoutumée, Ouattara, dans sa maman, il va se présenter lors du discours à la nation et il va nous dire qu'il est candidat. Voilà. Maintenant, pourquoi ne serait-il pas candidat? Pour moi, il est candidat. Pour moi. J'en suis convaincu. Mais bon, comme nous sommes nous sommes en train de faire, nous sommes en train de disserter. Donc, il faut aussi, étudier d'autres possibilités. Voilà. Mettre sur la table de possibilités. Parce que Ouattara sait que sa candidature va embraser le pays et l'embrasement peut l'emporter cette fois-ci. Il n'est pas dupe. Il y pense depuis plusieurs années. Et Ouattara n'est pas dupe, on peut ne pas l'aimer, mais c'est pas un con. Non, loin de là. Donc, il est en train de juger, il est en train d'évaluer. Mais c'est un jusqu'au boutiste. Donc, je suis sûr qu'il va y aller. Maintenant, si il veut entendre raison, il va se mettre de côté. Mais la seule personne en qui il a le plus confiance au RHDP, mais c'est son petit frère ou son fils là. C'est son petit frère ou son fils. Donc c'est pour ça que je dis, à défaut de lui-même, mais moi je pense que c'est lui le candidat, il va nous proposer ce monsieur-là. Mais dans tous les cas de figure, l'opposition ne doit pas accepter. C'est vrai, son frère ou bien son fils là est éligible. Ok. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le sultanat de Brunei, où le pouvoir se transmet de frère en frère ou bien de père en fils. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas le Maroc, ni la Jordanie. Voilà, il y a plein de... Voilà, ni je ne sais quelle autre monarchie. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous tenir prêts. Une éventuelle candidature de Ouattara va brûler la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair, parce que Gbagbo ne se laissera pas faire. Ça, c'est sûr. Avant même que Gbagbo fasse ses déclarations, moi, je disais depuis le début de l'année, Gbagbo est physiquement présent en Côte d'Ivoire, il ne se laissera pas faire. Ça, c'est sûr. Il n'abandonnera jamais. Il a redit avant-hier, il ne se laissera pas faire. Gbagbo a des millions de gens qui le soutiennent. Quand il va lancer le mot d'ordre, ces gens vont descendre dans les rues. Et le pays va s'en passer. Quand les gens vont descendre dans les rues, Ouattara aussi va vouloir réagir. Et le pays va partir en cacahuète. Donc, une éventuelle candidature de Ouattara nous conduit dans le chaos. Une imposition d'un candidat fantoche de Ouattara nous conduit aussi dans le chaos. Parce que tu ne peux pas exclure tous les candidats de l'opposition et puis aller seul et te proclamer vainqueur. Et puis, les millions d'Ivoiriens qui se reconnaissent dans ces candidats vont s'asseoir et te regarder. C'est que nous sommes des fiottes. Si Ouattara passe cette année, mais si le RADP passe cette année, c'est que nous sommes des fiottes. Oui, c'est plus la peine, en fait. C'est pour ça que je dis que nous devons sortir de nos réflexions de non, vous savez, on ne veut pas gâter le pays. Le pays, là, eux, ils disent que c'est leur pays, non? Mais ils sont prêts à gâter. Les gens en face, là, ils disent que la Côte d'Ivoire, ils disent que c'est le pays. Quand il a dit que c'est pas le pays, ça devient palable. Donc, c'est le pays. Mais s'ils sont prêts à gâter le pays, parce qu'ils veulent gouverner, mais cette année, soyons prêts aussi à gâter. Parce que la folie, c'est de faire les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. En 2020, les erreurs qui ont été commises ne doivent plus être commises en 2025. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs. On doit apprendre de nos erreurs et puis affronter Ouattara pour pouvoir gagner cette bataille-là. On doit être beaucoup trop nombreux dans les rues afin que le RADP puisse fuir. Oui. Le trop, c'est trop, là. Nous devons tous converger dans le trop, c'est trop. Tous ceux qui ont été floués par ce pouvoir-là doivent converger dans le trop, c'est trop. Si nous sommes nombreux, beaucoup trop nombreux, nous allons gagner cette bataille. Si nous sommes peu nombreux, on va se faire liquider, comme en 2020. Parce qu'en 2020, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, les régions qui ont bougé sont Levé-Baoulé,
Yamoussoukro, Sakassou Tchébissou, un peu dans le Moronou, Mbato et dans l'Ifou, Mbato, et au sud, dans le Leboutou. Abidjan, les gens vaquent à les occupations. Abidjan, qui est l'épicentre du pouvoir en Côte d'Ivoire, les gens vaquent à les occupations. Si Abidjan vaque à ses occupations en 2025, Ouattara reste au pouvoir. Si Abidjan est paralysé, Ouattara n'a plus la main, il partira. Donc, à bon entendeur, salut. Dans les deux cas de figure, que Ouattara soit candidat ou qu'il nous propose un candidat, vu que les candidats de l'opposition sont exclus, la Côte d'Ivoire va tout droit dans le mur. Merci. Merci. Merci beaucoup, Merkava. Tanguy, tu vas ouvrir ton micro. Si Ouattara acte un 4e mandat, c'est sûr que la Côte d'Ivoire va droit dans le mur. Mais je voudrais avoir d'abord, toi, ton point de vue sur cette éventualité ou cette probabilité que Ouattara passe la main à Téné Birahima. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que Ouattara passe la main à Téné Birahima. Il sait très bien que ce serait déclencher les hostilités beaucoup plus tôt que prévu. Puis c'est Téné Birahima, c'est sûr que dès demain soir, dès lundi matin, les gens seront dans la rue. Ce serait la foutaise ultime. Non, je pense pas que Ouattara ait fait tout ça pour faire la passe à son fils ou à son frère. Mais surtout qu'en interne, il y a des guerres de positionnement. Il y a les dauphins qui sont là. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'accord de succession. Ça se voit dans la façon dont ils se comportent. Ça se voit dans la façon dont les gens font des discours, etc. Vous avez vu que lorsque Patrick Hachi appelle Téné Birahima au pupitre, certainement pour un discours, il lui dit, écoute, tu vas faire des jaloux, hein, tu es très célèbre, tu vas faire des jaloux. Donc ce n'est pas par hasard, c'est pas une phrase sortie par hasard. Il ne le dit pas juste là sur l'instant parce que ça lui passe par la tête. C'est certainement des discussions qu'il a déjà eu avec Téné Birahima et donc c'est parce qu'ils sont habitués de ce type de discussion-là qui se permet cette taquinerie-là, voilà, en plein congrès, pensant qu'il s'oublie un peu, quoi. Il oublie un peu le micro, il oublie un peu tout ça. Donc non, je ne pense pas. Vous savez, Alassane Ouattara, il est très intelligent dans ce qu'il fait. Voilà, il est très intelligent dans ce qu'il fait. Quand on se ramène en arrière en 2020, pour ceux qui suivaient l'actualité politique ou les mouvements au niveau du RHDP, Gon Coulibaly, on le sentait venir. On sentait dans le positionnement, on le voyait venir. D'accord? Le fait même que Alassane Ouattara n'ait pas mis un cacique du RDR comme premier ministre, pour moi, ça veut dire qu'il va se garder le truc. Le vice-président, il est carrément transparent dans la gestion de Ouattara. On le voit quasiment pas. S'il avait exposé dans plusieurs représentations, dans plusieurs tournées, etc., j'aurais pensé à celui-là même. Non, je pense que Ouattara ira lui-même encore pour ce 4e mandat, histoire de consolider son clan. Il ne peut pas se permettre une dispersion en ce moment. Et on voit très bien quand tu vois Mamadou Touré à la veille d'un congrès dont une plainte est exécutée contre Zasso pratique en global, même s'il ne représente pas grand-chose. Mais quand tu vois Joël Nguessan qui est arrêté, c'est un signe que Ouattara envoie. Et il dit aux autres, tous ceux qui vont faire comme Joël Nguessan, Méambly, vous allez voir que dans la semaine qui va suivre, là, Méambly aura son tour. Là, ils sont trop concentrés sur le congrès. Vous voyez, tous ceux qui vont tenter, comme Joël Nguessan, de contester l'autorité, de contester les décisions, de montrer des velléités comme Méambly et autres, ils en auront pour leur compte. Ouattara, il fonctionne par l'exemple. D'accord? Il prend quelqu'un et puis il le sanctionne pour montrer l'exemple aux autres. Aujourd'hui, Joël Nguessan, il est à la maison, il est au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Donc non, je ne crois pas que Ouattara fasse la passe à quelqu'un pour essayer de prévenir certaines crises, même si crise il y aura quand même. Non, je pense qu'il sera candidat. Il sera candidat lui-même pour ce 4e mandat, quitte à consolider une dernière fois son camp
pour passer la main en 2030, même s'il ne veut pas la passer, dans leur calcul, la nature fera qu'il passera la main. Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc non, moi je ne crois pas à une passe quelconque. Je pense que demain, sur le coup de 12h20, parce que j'ai regardé le programme, aujourd'hui, je savais qu'il n'allait pas être là quand j'ai regardé le chronogramme. D'accord, il a été plébiscité par applaudissement pour demain. Demain, il sera là, son discours, c'est entre midi et 12h20. Donc, c'est heure d'Abidjan. Donc, c'est là qu'il va confirmer tout simplement sa candidature. Quand vous voyez le chronogramme, il n'y a même aucune place pour une quelconque autre élection d'un quelconque autre candidat qui veut candidater. Donc, non, la voie royale pour Ouattara est bien tracée au niveau du RHDP. Voilà ce que je voulais dire. Merci Tanguy, merci pour ton point de vue. Soleil, ça fait un bon moment que tu es avec nous, merci. On est dans la deuxième partie toujours. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, le fait que Ouattara va acter son 4e mandat? Est-ce que ça ne met pas la Côte d'Ivoire dans une situation dangereuse? Mais surtout, de plus en plus, on entend que Ouattara peut-être va passer la main à son frère. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais qu'est-ce que toi tu penses que Ouattara va faire? Est-ce que toi tu penses que Ouattara va s'imposer? Est-ce que tu penses que il va passer la main à son frère, ou est-ce qu'il n'a pas d'autre choix que de se retirer tout simplement? Parce qu'il peut refuser aussi, Voilà, il peut refuser. Bon, c'est vrai que ça c'est vraiment l'option qu'on ne croit pas, mais il peut refuser. Donc Soleil, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Mon frère, merci de m'avoir guidé dans tes réponses. Mais moi, je reste sur une position. Je reste focus sur une position. Vous savez, M. Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui est friand du pouvoir. En fait, Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un de narcissique. Dans sa démarche, a même fait du RADP un parti politique de notre que Alassane Dramane Ouattara veut diriger la Côte d'Ivoire dans une monarchie. Alassane, on ne juge que par lui dans le parti politique où il est comme président. Il est à la fois président du parti politique, il est à la fois président de la République de Côte d'Ivoire. S'il y avait des prémices que Alassane Dramane Ouattara choisirait un autre candidat, il aurait procédé comme 2020. En 2020, on a eu des signaux que Alassane partait choisir M. Amadou Bon Coulibaly comme candidat aux élections présidentielles. Cette fois-ci, Alassane se présente et dit que lui, il est fatigué pour les élections. De 2000, il est fatigué, il ne peut plus continuer. Alassane se voit devant les ambassadeurs, les diplomates en Côte d'Ivoire, accrédités en Côte d'Ivoire, puis il a dit « Je suis en bonne santé, je suis en pleine forme, je peux encore apporter du plus à la Côte d'Ivoire. » Et puis des gens viennent pour dire certainement qu'il choisirait notre candidat. Bon, c'est d'abord quelque chose qu'on peut dire, on peut voir ça ainsi, mais vous savez, quand Alassane dit quelque chose, il dit le contraire. Vous savez, non? Même si demain Alassane déclare qu'il n'est pas candidat aux élections présidentielles de 2025, ne jubilez pas, ne rions même pas. Parce qu'il peut choisir un candidat et puis le lendemain pour venir dire que le candidat, soit il est mort quand il partait en France, il y a eu crash d'avion. Alassane peut venir dire autre chose. Il dit une chose, il dit le contraire. Moi, je considère, à partir de ce soir et depuis toujours, Alassane Dramane Ouattara comme propre successeur à sa candidature lui-même. Pourquoi? Alassane sera candidat aux élections présidentielles de 2025 parce que Alassane dit qu'il est l'incarnation de la stabilité en Côte d'Ivoire. Alassane dit qu'il est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qu'il est même le père qui a donné le nom de la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui est venu enlever la Côte d'Ivoire dans les égouts. Et donc, quand vous voyez la géopolitique actuelle, pour lui, là, c'est lui qui est l'oreille, la seule oreille attentive, coopérante avec les Occidentaux. Donc, ne nous leurrons pas. Alassane sera candidat. Maintenant, s'il est candidat, pour ce qui va arriver, vous voyez déjà les signaux, non? Tous les militants d'Alassane disent quoi? Si vous êtes garçon, descendez dans les rues. Il y en a même qui sont partis montrer des armes blanches pour dire qu'ils ont déjà les couteaux. Ne vous amusez pas. Même l'armée commence à s'entraîner. Monsieur Chérif Ousmane s'entraîne. Monsieur Apollo passe faire des revues de troupes. Ils galvanisent, ils
Ils sont en train de décorer même des militaires qui sélectionnent. Pour vous dire quoi? Il est prêt à être candidat, il est prêt à solliciter ses milices, à solliciter son armée parallèle. Mais à nous, les Ivoiriens, de dire, même s'il y a 1000 morts parmi nous, s'il y a 10 000 morts parmi nous, il faudrait qu'on arrive au bout. Parce que si on laisse Alassane prospérer, ce n'est plus cette fois-ci de la violence, ce n'est plus que de la violence ni de la question de la justice, mais ce sera des décrets qui vont être votés en Côte d'Ivoire pour que nous partions sous l'ère de M. Houphouët-Boigny, pour que nous partions au parti unique. Je vous dis, si Alassane est candidat et que rien n'est fait en Côte d'Ivoire, qu'il gagne les élections, ils n'auront aucun parti politique en Côte d'Ivoire encore qui puisse parler encore. Sur ce, je vous dis bonne nuit parce que vous sentez dans ma voix que je suis très épuisé, mais je ne voulais pas vous laisser seul dans ce débat-là. On est ensemble et puis demain, on va décrypter son discours. Mais je vous dis, même s'il dit demain il n'est pas candidat, ne croyez pas qu'Alassane n'est pas candidat. Parce que s'il dit non, après ce sera un oui. S'il dit oui, ce sera un non. Voilà. Peut-être que s'il dit demain qu'il est candidat, peut-être qu'il dira qu'il n'est plus candidat. Voilà mon souhait, que vive la Côte d'Ivoire. Sinon, mon frère Hans, les conflits se pointent à l'horizon. Un conflit frontal, un conflit où il y aura encore plus de milliers de morts en Côte d'Ivoire se pointe à l'horizon. Mais cette fois-ci, nous n'avons plus peur. Nous allons parler comme des guerriers. Zara, soyez salués et puis à vous tous. À demain les gars. Je suis vraiment épuisé. À demain. Cher frère, merci. Merci pour ton intervention. Ça nous introduit directement dans le troisième volet du panel. Je vous signale aussi que demain, on aura un panel avec Tanguy. Et on a décidé vraiment de multiplier les panels. On va s'efforcer de faire les panels en pleine journée. Comme ça, tout le monde pourra participer et l'audience sera beaucoup plus relevée. Donc, on s'efforce véritablement de pouvoir occuper l'espace sur TikTok. C'est pas du tout évident, mais la cause le demande. Donc, nous serons vraiment très présents de plus en plus sur les panels. On a vu le jeudi 19, la création de la signature du Front commun et la mise en place du comité de pilotage concernant le mouvement citoyen Trop c'est trop. Donc tout ça fait partie d'un bloc, d'un ensemble, et que le PDCI et le PPACI ont eu à acter. Voilà, les partis politiques, je veux dire les autres partis politiques ne sont pas en reste. Dans le comité de pilotage, on a bien noté la présence aussi du GPS et tout ça. Oui, Merkava, merci. Bonne nuit à toi. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Avant qu'on ne rentre dans le troisième volet du panel, on va écouter le président Laurent Gbagbo en quelques minutes, qui a donné le chemin de la bataille concernant nos mouvements citoyens. Parce que le danger que court la Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Donc, nous allons écouter ce que pense le président Laurent Gbagbo véritablement de ce 4e mandat, mais surtout ce que le mouvement citoyen Trop c'est trop, en alliance avec le PDCI, vont faire très très bientôt. Donc, donnez-moi juste 2 secondes pour positionner l'élément et on pourra écouter le président Laurent Gbagbo. Merci. Ça fait un mandat. Pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Ça fait un 4e mandat. Mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Voici ce que notre leader vient de dire lors de la signature du Front commun Trop c'est trop avec le parti allié et frère PDCI-RDA. Le président Laurent Gbagbo n'entend pas laisser un 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est un appel, c'est un cri, c'est un appel au rassemblement
Qu'est-ce que tout cela nous inspire? Je vais brûler la compagnie cette fois-ci à Zara et Tanguy et je vais laisser Je viens d'Afrique se prononcer rapidement et je vais passer la parole. Je viens d'Afrique, la parole est à vous. Oui, merci. La signature du Front commun, d'emblée, c'est une très bonne chose. Parce que en termes de mobilisation, je pense que de part et d'autre, on va gagner en force, on va gagner en puissance, on va occuper de plus en plus d'espace et à un moment donné, il va falloir que ça compte. Et ça comptera. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je scrolle. Et souvent de fois, je suis tombée sur des panels où les gens étaient en train de se quereller. Pour, des fois, pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il ne faut pas agir dans ce sens? Parce que les querelles de personnes sont intestines. Ce sont des querelles très dangereuses, à mon avis. Parce que ce sont des querelles qui vont forcément diviser. Ce sont des querelles qui vont créer des dissidences. Et qui dit dissidence dit anarchie, quelque part. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur ce volet-là, de façon à ce que la cohésion soit totale, de façon à ce que nous avancions de façon unilatérale, afin de peser le poids qu'on pèse. Encore une fois, un jeu de mots, excusez-moi. Et donc, oui, en gros, c'est une bonne chose, mais à condition que ces choses-là soient gérées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Je viens d'Afrique. Merci pour ta participation. Sisben, je ne sais pas comment tu as fait. Ok, Zara. Donc, voici ce que le président dit. Il faut, vaille que vaille, coûte que coûte, en tout cas empêcher un quatrième mandat de Ouattara, parce qu'il a dit ça sera une horreur et nous n'entendons pas véritablement laisser Alassane Ouattara violer allègrement la constitution de la Côte d'Ivoire une énième fois parce qu'il est coutumier du fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Les Ivoiriens l'entendent, d'où la nécessité de mettre en place un front commun, Dieu merci, qui a été acté. Qu'est-ce que tu penses de la ligne qu'a donné le président Laurent Gbagbo lors de la signature du front commun le jeudi 19? Merci. Ok, merci Hans. Avant de répondre à la question que tu me poses, je vais répondre à une question qu'on ne m'a pas posée. C'est par rapport au congrès du RHDP. J'attends ça et là qu'il y a eu donc une désignation par acclamation d'Alassane Ouattara comme étant le candidat du RHDP. Enfin, le candidat du RHDP à l'élection présidentielle, je pense. C'est ça, non? Bon. Ça, c'est encore une démonstration de ce que le RHDP piétine tout, ne respecte rien. Parce que un congrès, moi j'ai fait des congrès, et pour tous ceux qui font de la politique et qui font sérieusement de la politique, savent que au congrès, il y a un point à l'ordre du jour, élection. Surtout ça, c'est un congrès électif. C'est un point à l'ordre du jour, élection du président du parti. Ce n'est pas à un congrès qu'on choisit le candidat du parti à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un congrès. À un congrès, on fait l'élection du président du parti. Donc, si le RHDP nous dit que par acclamation, ils ont choisi Alassane Ouattara comme candidat, comme président du RHDP, ça, c'est une cuisine interne. C'est normal. C'est acceptable, on peut comprendre.
Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont choisi Alassane Ouattara par acclamation comme candidat à l'élection présidentielle. Parce que le candidat à l'élection présidentielle se choisit au cours d'une convention. Et ce que le Congrès peut faire, c'est de faire une motion. On n'est même pas passé à la motion. On dit que non, il a été choisi par acclamation. Ça ne se fait pas. Et je suis allé tout à l'heure sur Twitter et j'ai vu que Arthur Banga s'est levé contre ça. Et il a posé le problème en termes de viol des bons procédés. Et il a même demandé que au sein du RHDP, il y ait une Yapo Valérie pour pouvoir contester ce qui a été fait aujourd'hui là, parce que ce qui vient d'être fait, ça ne se fait pas. Donc, et ce qui m'étonne, c'est que c'est comment il s'appelle comment il s'appelle le gars là, lui qui a donné l'information là, Agoumani. C'est Agoumani qui donne une telle information et ils sont tous là, tous les cadres du RHDP sont là. À se demander si ils sont au RHDP juste pour occuper des postes, mais ils ne s'intéressent même pas à comment fonctionne un parti politique. Mais ça fait de voir ça. Et moi, mais ça fait longtemps que je le dis. Et aujourd'hui, j'ai été heureux de lire que, bon, Arthur Banga l'a écrit aussi, mais parce que c'est comme ça fonctionne. À un congrès, on ne choisit pas le candidat à l'élection présidentielle. C'est pas possible. Mais c'est quelle folie ces gens-là, ils ont. Je referme la parenthèse. Maintenant, les propos du président Laurent Gbagbo, mais ça illustre de l'engagement qu'il met dans la résistance qui va se faire très bientôt. Et le fait même de créer ce front commun là avec le PDCI RDA, ça montre la ligne, ça montre la force qui va être mise dans cette résistance-là. Ça montre que cette résistance-là ne sera pas quelque chose avec laquelle on va plaisanter. Oui, un front commun avec le PDCI RDA qui va certainement toucher tous les autres partis politiques de l'opposition. Ça va solidifier l'opposition et ça va montrer la force de la résistance. Et moi, je pense que c'est cette résistance-là qui va faire tomber Alassane Ouattara. Parce que les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens étaient déçus. Ils se disaient, mais comment l'opposition fait et puis elle ne peut pas se mettre ensemble? Les gens attendaient cette union-là. Maintenant, elle est faite. Elle est faite. Et le président Laurent Gbagbo dit que je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser un 4e mandat se faire. Il le dit. Et quand il parle du jeu, là, ce n'est pas le jeu en tant que le président Laurent Gbagbo, mais c'est lui avec tous ceux qui sont dans le front commun, avec tous les partis qui vont sentir, sinon qui sentent déjà qu'on ne peut pas continuer sur ce chemin-là. Ce front commun-là, il va tracer les sillons, il va mettre à terre les sillons d'une résistance. Il va donner la force à une résistance, à la prochaine résistance, à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Et en fonction de ceux qui composent ce front commun-là, on envisage déjà, on entrevoit déjà la force que cette résistance-là va avoir devant Alassane Ouattara. Et donc, les gens du RHDP peuvent rire à gorge déployée. Mais comme on le dit souvent, rira bien qui rira le dernier. Et cette fois-ci-là,
les gens sont déterminés. Comme on le dit souvent, 2025 sera différent de 2020. Et comme l'a dit tout à l'heure Soleil, ils sont en train de se préparer, ils sont en train de motiver l'armée pour pouvoir mater les Ivoiriens. On verra. On verra. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la catastrophe, nul n'a la maîtrise de la catastrophe. Nul n'a la maîtrise de la catastrophe. Et s'ils pensent que cette armée qu'ils sont en train de préparer là va se mettre exclusivement à son service pour canarder les Ivoiriens, ils se trompent. Donc, c'est ce que j'avais à répondre. Vraiment, je suis désolé, mais il est 2h33 ici. Et I feel tired. I need to sleep now. So, je vais vous demander de m'accorder de vous faire cette infidélité-là. Et je vais vous souhaiter un très bon panel. May God bless you. Amen. Merci. Merci, doyen. En tout cas, ta présence est toujours très appréciée et très remarquée. Voilà, au vu de tes analyses très pointilleuses et très respectées. En tout cas, propose-toi bien et puis on s'attrape forcément demain, Dieu voulant, sur le panel de Tanguy. Je pense que Tanguy va s'efforcer de faire le panel un peu tôt, hein, Tanguy. Si tu es là, hein. Ok. Tanguy, tu es là? Ouais, j'ai dit qu'il va s'en parler demain, quoi. Mais c'est ce qui était prévu, non? Mais attends, non, midi à Abidjan, Joe, c'est 5 heures chez nous, c'est pas possible. Bon, oui, non, dans l'après-midi. Peut-être après, comment on appelle ça? Après le congrès du RDR, puis bon, on pourra faire en même temps. Ouais. Ok, d'accord. Sisben, bon, tu aimes bien le panel des opposants, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est toujours de bonnes guerres. Mais tu sais qu'actuellement, les dispositions sont des dispositions d'attaque. On n'est plus vraiment là pour les débats contradictoires et tout ça. Nous, véritablement, ce n'est plus notre tasse de thé, mais bon, comme tu es là, moi je te donne la parole, je t'écoute, je vais voir ce que tu as à nous dire, et puis bon, voilà. Donc vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce qu'il est là? Sisben. Non, je suis là, je suis parfaitement là. Bonsoir, Ons, surtout bonsoir aussi à Eburni, à Vienne d'Afrique, à Gbagbo, Bogoté City, à Tanguy, surtout à mon oncle Zarathustra qui vient de descendre, qui vient de nous quitter. Mais je suis là pour rappeler que quand on regarde ta thématique, Alassane Ouattara en lice pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire, bon, pour nous, c'est un 2e mandat de la 3e République. Et surtout, pour nous, c'est qu'on sollicite aujourd'hui le vote de qui? Des Ivoiriens. Parce que la chose électorale en Côte d'Ivoire, c'est que ça concerne bien les Ivoiriens. Et pas tous les Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens ne sont pas électeurs. C'est ce qu'aujourd'hui, pour mon frère Hans et pour beaucoup de nombres de changements militants ou sympathisants de l'opposition, ils sont dans la confusion totale. En Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ne sont pas électeurs et l'élection ou le vote n'est pas obligatoire. Donc, les Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale, c'est ceux à qui, aujourd'hui, le RHDP fait allusion lorsque nous sommes dans notre propagande. Hein. Oui, parce que pour inciter les gens à aller voter pour votre candidat, il faut faire de la propagande. Donc, nous, dans notre propagande, nous ciblons les Ivoiriens inscrits sur la liste. Attends, Sisben, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Je vais te poser une question, tout simplement. Je ferme ton micro pour pas que ça fasse écho. Tu sais, quand on a commencé le panel, parce que tu vois la thématique, elle est assez claire. Hein, voilà, Alassane Ouattara en lice pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Donc c'est une question
qu'on se pose de savoir est-ce que Ouattara, puisque pour le moment il ne s'est pas encore prononcé, donc nous on est curieux de savoir, quoi qu'on ait notre idée là-dessus, est-ce que Ouattara sera vraiment en liste pour un 4e mandat? Tu comprends? Maintenant le truc c'est quoi? C'est que la question bien évidemment entraîne une réponse, mais à la lumière des interventions de vos cadres à vous, surtout d'un constitutionnaliste qui a été rédacteur de cette constitution-là, il s'est prononcé sur la question. Jusqu'à présent, ceux qui ont le narratif du 2e mandat de la 3e République et tout ça, ce narratif-là ne vient pas d'un constitutionnaliste, ça vient de Alassane Ouattara qui n'est pas du tout un homme de droit, encore moins un constitutionnaliste. Ok? Je peux te rejouer, hein, comme ça, si tu as oublié, je vais te rejouer. Non, je vais prendre le soin de le faire parce que, bon, si tu es là, il faut qu'on profite. Bon, profiter, c'est trop dire, mais... Parce que vous... Oui. Bonsoir. Je sais pas si tu oui, vas-y. Je vais pas te couper la parole. Désolé. L'idée n'est pas de te couper la parole. Comme toi-même, tu l'as dit tout à l'heure quand tu as pris la parole, vraiment, on n'est plus au temps. Parce que si Ben va t'envoyer dans un débat contradictoire, tu vas jouer tes vidéos, il va te donner des arguments. Pour lui, comme il a dit, c'est pas le 4e mandat, c'est le 2e mandat de la 3e République. Donc on va rentrer dans un débat contradictoire. Franchement. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Et c'était juste lui montrer ça et puis bon, après, voilà. Tanguy, je sais pas si tu es là, ou bien Eburni, allons-y avec Eburni, parce que Eburni, ça fait un moment. Ça fait un moment que je suis. Donc vas-y, prononce-toi là-dessus. Ouais, de connexion, ouais. D'accord. J'ai un souci de réseau, surtout dans la soirée. Et je salue déjà la connexion dans mes jours des scènes. Alassane Ouattara annoncera demain son 4e, de cas sa décision de briquer un 4e mandat. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Et c'est pour cela que je veux saluer le PPACI, le PDCI, d'avoir finalement signé cette coalition, si je peux le dire ainsi, qui regroupe, on va dire, tout ce que l'opposition demande pour aller à des élections crédibles, justes, transparentes et inclusives. C'est vrai que nous ne sommes pas encore demain, mais ça c'est sûr, les signes, les faits nous disent que Ouattara s'apprête à annoncer officiellement qu'il est la 4e fois. Comme le Jean-Laurent Gbagbo Et Bunny, on a du mal à t'entendre, ça s'entrecoupe. On a du mal à t'entendre, c'est bon? Là, c'est bon? Là, on m'entend? Ouais, vas-y. Voilà, donc je disais que quand le président Laurent Gbagbo dit il entend ne pas l'accepter, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ce n'est pas lui, c'est pas lui, c'est tout le monde. À travers lui, à travers le mouvement qu'il a mis en place, Trop c'est trop, il engage toutes les forces vives de la nation, toutes les sensibilités politiques, toutes les sensibilités sociales, celles qui pensent ne pas pouvoir accepter non seulement le rejet des candidatures de cadres de l'opposition, mais également de la 4e candidature de Ouattara. Donc c'est nous tous qui l'engagent à ne pas accepter ce 4e mandat. Comment ça va se faire? Nous attendons juste qu'il confirme qu'il est candidat et on attend justement les directives de cette plateforme Trop c'est trop pour, sur le terrain, que nos actions soient visibles, qu'elles soient palpables pour dire que non au 4e mandat, oui à des élections justes, transparentes, crédibles et inclusives, oui à la réforme de la CEI, oui à une nouvelle RLE avant cette élection 2025. Voilà.
Donc, c'est vrai que je suis un problème de réseau, mais je suis monté justement pour dire ça. Et demain, justement, quand le panel va s'ouvrir, on aura le temps vraiment de développer les différents thèmes. En tout cas, merci à Hans, merci à vous tous qui vous battez, je suis sûr, pour que... je vous assure que quand il n'y a pas de panel de Hans ou Tanguy ou autre, je scroll et puis j'ai la flemme de pouvoir monter sur l'autre panel. Mais bon, souvent, quand on voit des panels et quand on pense qu'on peut prendre la parole pour dire des choses qui sont vraies par rapport à ce qui est dit là-bas, on monte, mais en espérant que le panel des Américains soit là, quoi. Donc demain, j'attends impatiemment que ce panel s'ouvre et puis on va en débattre, tout simplement. Oui, demain, là, on va, ce dimanche, on va ouvrir. Et puis, partage ton opinion en commentaire.